13 heures à Ngando, dans la région de l'Est Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal de la mi-journée de ce lundi 18 janvier 2021 sur Reflet d'Afrique Télévision. Au sommaire de ce journal, plus de 200 familles habitant le lieu dit fret aéroport ont été délogées de leur domicile par des engins de démolition. Entre inondations et évictions forcées, de nombreuses familles camerounaises dorment de plus en plus à la belle étoile. Nous en parlons dans ce journal. 20 ans de prison, c'est la peine encourue par l'ancienne présidente de la Corée du Sud, Park Geun-hye. Accusée pour des faits de corruption et abus de pouvoir, la Cour suprême sud-coréenne a définitivement confirmé le 14 janvier dernier la condamnation de l'ex-présidente. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Les détails dans un instant. Bonjour, une fois de plus, la Chambre de commerce de Douala a servi de cadre le 14 janvier dernier pour la conférence sur l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, organisée par le ministre du Commerce Luc Magloire-Baga à Tongana en relation avec le bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Cette conférence avait pour objectif de présenter le mécanisme de notification et de suivi d'évaluation des barrières non tarifaires. Au cours de cette rencontre, en présence des opérateurs économiques, le ministre a saisi l'occasion pour rappeler aux membres de la communauté des affaires venus nombreux à la conférence de la belle opportunité qu'a le Cameroun de faire partie de ce train dont l'ambition est de faire de l'Afrique une des places fortes de l'économie mondiale. Et pour en tirer pleinement profit, des préalables au niveau local seront remplis. La conférence du 14 janvier 2021 visait aussi à outiller les participants à la maîtrise des instruments de personnalisation de la ZLECAf à communiquer sur les documents commerciaux requis dans le cadre de cette zone et recueillir les préoccupations des opérateurs économiques afin de suggérer des pistes de solutions concertées. Je vous propose à présent d'écouter tour à tour le ministre du Commerce Luc Magloire-Baga à Tongana et le représentant de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Entre trois types de produits, mais il faut rester sur l'objectif majeur qui est celui de la libéralisation des échanges. Alors, évidemment, une libéralisation doit se faire suivant un calendrier, suivant certaines règles. C'est pour cela que nos chefs d'État et les ministres du Commerce ont distingué entre trois catégories de produits avec des rythmes de libéralisation différenciés. Mais le gros, c'est qu'on aille vite. C'est pour ça que dans la première catégorie, nous avons 90% des lignes tarifaires où la libération devrait aller de manière rapide. Alors, on distingue, c'est complexe, mais j'espère me faire comprendre. Alors, dans la première catégorie, donc, qui représente 90% des lignes tarifaires, on voudrait aller vite. Et la période de libéralisation, elle est de 5 ans. Sauf en ce qui concerne les pays moins avancés, qui vont avoir un délai de 10 ans pour libéraliser. Et paradoxalement, le Cameroun se trouve dans cette catégorie, tout simplement parce que nous avons négocié, non pas comme pays, l'Europe, les États-Unis, et ainsi de suite. L'ambition de la ZLECAf est d'accompagner l'Afrique à diversifier son économie, à en faire en sorte qu'elle produise ce qu'elle consomme, qu'elle puisse bénéficier du grand marché d'importation en promettant le mouvement de ces produits d'un pays vers un autre, c'est-à-dire en réduisant les barrières tarifaires et non tarifaires qui sont douaniers, mais aussi en facilitant le mouvement des personnes et des produits d'un pays vers un autre. Les défis restent majeurs. Les premiers défis sont liés au faible développement infrastructurel. Nos routes, nos chemins de fer, nos réseaux de connexion Internet, ainsi de suite, continuent à poser un problème. C'est des goulots d'étranglement énormes. Il faut investir massivement vers cette connexion physique de l'Afrique pour que les produits puissent se mouvoir. La libre circulation des personnes est un autre défi. Les problèmes d'immigration, les problèmes de sécurité, les marchandises ne peuvent pas se mouvoir seuls. Il y a des hommes derrière tout mouvement de marchandises. Il faut que la facilité dans la libre circulation des personnes
soit aussi renforcée. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Coutès, a reçu en audience il y a quelques jours le nouveau coordinateur résident du système des Nations Unies, Mathias Zananab, une rencontre au cours de laquelle plusieurs résolutions ont été prises. Je vous propose de les écouter dans ce reportage. Construction du siège ONU Habitat et l'ouverture du siège africain du Centre d'excellence de développement urbain au Cameroun dans les prochains jours. Ce sont les plus grandes retombées de la coopération fructueuse entre le Cameroun et les Nations Unies. Celles-ci ont été prises au cours de l'audience accordée par Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Coutès, au nouveau coordinateur résident du système des Nations Unies au Cameroun, Mathias Zananab. Une rencontre au cours de laquelle plusieurs objectifs ont également été fixés. Mes objectifs, trois objectifs, en tant que coordonnateur du système des Nations Unies et coordonnateur humanitaire, j'ai partagé ces objectifs avec Madame la ministre. D'abord, renforcer le partenariat avec le gouvernement. Deuxièmement, renforcer la coordination au sein du système des Nations Unies. Comme vous le savez, nous avons beaucoup d'agences qui travaillent dans le domaine du développement et aussi dans le domaine humanitaire. Donc, renforcer cette coordination. Et troisièmement, j'ai échangé avec Madame le ministre pour voir comment on peut mobiliser tous nos partenaires pour accompagner le gouvernement dans l'atteinte des objectifs de développement durable. J'ai profité aussi de féliciter Madame le ministre. Sur très haut accord du président de la République du Cameroun, Paul Biya, cette audience intervient dans le cadre de la continuité des excellentes relations d'amitié et de coopération qui unissent le Cameroun à cette organisation mondiale, notamment dans l'amélioration des établissements humains et l'atteinte des objectifs de développement durable avec le partenaire ONU Habitat. Donc j'ai été très heureuse de constater que M. le coordonnateur résident est un passionné des ODD et que nous regardons dans la même direction et que tous les projets structurants qui vont viser à accompagner le gouvernement à atteindre les objectifs de développement durable, notamment la mise sur pied de ce centre d'excellence de développement urbain africain qui doit se mettre en place ici au Cameroun, qu'il adhère à ce centre. Parce que quand on parle de développement urbain, on parle de renforcement de capacités, on parle de renforcement des capacités de la main-d'œuvre africaine qui a en charge la transformation positive de l'Afrique. Arrivé au Cameroun il y a 4 ans, Mathias Zananab a rappelé que le système des Nations Unies, représenté par 22 agences au pays, a pour mission d'apporter des réponses aux priorités de développement et aux besoins humanitaires du Cameroun. Plus de 200 familles habitant le lieu-dit fret aéroport ont été délogées de leur domicile par des engins de démolition. Entre inondations et évictions forcées, de nombreuses familles camerounaises dorment de plus en plus à la Belle Étoile. Carole Nokwa. Des parpaings broyés, des fils électriques traînant à même le sol, des conduits d'eau cassés, tel est le nouveau visage de ce quartier populaire de Douala, dit Fret Aéroport, à la suite d'un déguerpissement forcé le 9 janvier dernier. Une éviction qui a plongé les habitants de cette zone dans une consternation totale. Ces derniers accusent les autorités de les avoir déguerpis sans sommation. Quand elles ne sont pas accusées d'avoir construit sur des sites appartenant au domaine foncier de l'État ou sur des sites d'entreprises privées au nom de certains projets structurants tels que l'agrandissement de certaines voies d'accès ou la construction de certaines entreprises, des centaines de familles camerounaises n'ayant pas où se recaser dorment à la Belle Étoile. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ce phénomène d'éviction forcée est légion au Cameroun. Selon la plateforme des collectifs des victimes et potentielles victimes des évictions forcées au Cameroun, plus de 200 familles sont victimes d'évictions forcées à Douala, capitale économique du Cameroun. Dans le rapport publié par cette plateforme, en 1986, 908 familles sont jetées dans la rue dans le cadre du prolongement du boulevard de la République et de l'axe lourd Bépanda dans les quartiers Bonateki, Bonabassem et Bépanda. Ce jour, en dépit du fait que le montant de leur indemnisation est connu des victimes, rien n'a toujours été fait ni pour les indemniser ni pour les recaser. En 2017, dans le cadre de son extension à Lorbesour, l'université de Douala devait exproprier 300 familles. Mais le 10 mars 2010, c'est plutôt 560 familles qui sont retrouvées sans domicile. En 2013,
Entre avril et mai, les habitants de l'axe Ndokoti PK14 avaient à leur temps fait les frais de cette démolition dans le cadre de l'élargissement de la chaussée. Le village Komba dans le 4e arrondissement de Douala a lui aussi été touché à la demande de la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles du Cameroun. Cette éviction, qui s'était faite aux premières heures du matin sous une pluie battante, est conduite par l'ancien préfet du Vouri. Ce dernier avait également instruit le sous-préfet de Douala 3e à mener la destruction du quartier d'Iboum 1 du 20 au 22 août 2014, pratiquement dans les mêmes conditions déshumanisantes et sur la demande, une fois de plus, de la Maxi. Et depuis novembre 2014, 875 familles ont été chassées de leur habitation dans le cadre de la construction de la pénétrante de est de la ville de Douala. Des évictions aux conséquences incalculables. Sur le plan social, plusieurs personnes sont décédées, laissant épouses, époux et surtout les enfants dans le dénuement et l'incertitude totale quant à leur avenir. Des familles ont ainsi été disloquées, déshumanisées ou appauvries, des chefs de famille humiliés. Sur le volet culturel, des lieux de culte ont été profanés, des écoles détruites, de même que des centres de santé, laissant des populations sans repère, des enfants sans scolarité. Et sur le plan économique, plusieurs investissements ont été réduits en poussière, le salaire d'un dur labeur réduit en néant, des branchements d'eau et d'électricité détruits, faisant perdre aux entreprises concessionnaires de potentiels clients. Tout cela ne serait pas arrivé si les autorités administratives et municipales avaient joué à fond leur rôle d'encadrement, de prévention ou de sensibilisation des populations. Elles se comportent aujourd'hui comme si les seuls responsables de cette dérive étaient les sinistrés. Les 4000 sacs de riz offerts par la société Oka dans le cadre de la riposte de la Covid-19 au Cameroun ne cessent de faire des choux gras au sein de la communauté. Pour mettre la lumière sur cette affaire, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a instruit une mission de contrôle supérieur de l'État pour analyser la gestion des fonds alloués à la lutte contre le nouveau coronavirus au ministère de la Santé publique camerounaise. Reportage. 4000 sacs de riz de 25 kg chacun. C'est le don offert par le groupe Oka aux personnes affectées ou infectées par la Covid-19. Ce don avait été reçu par le ministre de la Santé publique en présence du ministre du Commerce, Luc Magloire Baga à Tongana. Selon des informations rendues publiques par Manaouda Malachi, cette importante cargaison a été remise aux personnes concernées par le truchement des gouverneurs des différentes régions depuis le 29 avril 2020. Une sortie qui a suscité de nombreuses réactions au sein du corps social, et parmi les plus virulentes, celle de l'honorable Jean-Michel Nitieux, parce que certaines de ces autorités affirment jusqu'à date n'avoir rien reçu. On se souvient que lors de son passage à la télévision nationale camerounaise, Manaouda Malachi avait dit ne plus être en possession des sacs de riz depuis le 29 avril 2020 et que tous les dons reçus ont toujours été présentés au cours d'une cérémonie. Comment comprendre ce mystère qui continue de planer autour de la distribution du riz d'Oka? Une sombre affaire qui éclabousse malheureusement le gouvernement de Joseph Diongouté, qui d'ailleurs avait demandé qu'une enquête soit ouverte afin d'établir la vérité. Une enquête qui aurait accouché d'une souris. Y a-t-il eu détournement autour des dons offerts par les magasins Oka? Une question qui laisse songeur plusieurs observateurs. Et le président de la République camerounaise, quant à lui, veut mettre la lumière sur cette affaire. À cet effet, Paul Biya a déployé une mission du contrôle supérieur de l'État qui se joue depuis quelques jours au ministère de la Santé publique pour passer au peigne fin la gestion des fonds alloués à la lutte contre le nouveau coronavirus. Le 11 janvier dernier, le chef de la dite mission avait par ailleurs saisi le directeur d'Oka par correspondance afin que ce dernier mette à sa disposition tous les éléments relatifs aux dons en sac de riz. Dans cette lettre, le chef de mission avait demandé de transmettre le courrier en réponse dans les 112 heures après réception au bureau de la mission situé à la salle des conférences du secrétariat d'État chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies du ministère de la Santé à Yaoundé. En vue de peaufiner les derniers réglages dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations, les hommes en noir ont tenu leur dernier séminaire le 14 janvier dernier dans la ville de Douala, capitale économique. La grande innovation de cette compétition masculine est la présence des arbitres dames qui sont également de la partie. Laisse-moi faire. C'est sur les aires de la pelouse de l'école de football des Brasseries du Cameroun que les 47 arbitres sélectionnés pour présider au sort des équipes qui participeront au championnat d'Afrique des Nations de football ont tenu leur dernière journée de séminaire dans la ville de Douala. C'était le jeudi 14 janvier dernier.
Il était question pour la Confédération africaine de football de se rassurer que les patrons du sifflet, issus de 31 pays africains, sont bel et bien outillés pour mener à bien leur mission pendant cette grande messe africaine. Nous sommes là depuis dimanche, pratiquement, et nous avons commencé le stage lundi pour la préparation de ce chant. Et nous travaillons tous les jours, tous les matins, physique et puis pratique. Et dans l'après-midi, nous allons faire des travaux en salle, des travaux théoriques avec des vidéos des matchs où nous leur donnons certains des concepts pour la préparation de ce chant. Nous sommes satisfaits, les responsables de la CAF, de l'arbitrage, de la CAF sont satisfaits du niveau. Ce sont des meilleurs. Ils ont été choisis à partir des critères, à partir des matchs, n'est-ce pas, qu'ils ont joué. Et le niveau, il est élevé, il est très élevé et je crois que vous allez les voir se produire sur le terrain. Repartis en 2 catégories, soit 19 arbitres centraux, vêtus en jaune et un gilet noir, 20 arbitres assistants et 8 arbitres vidéo assistants, tous de noir vêtus. Ces arbitres se disent fin prêts pour ce CHAN. La présence de la gente féminine venant notamment du Nigeria, du Bénin, du Malawi et du Cameroun, pays hôtes, est la grande innovation de ce CHAN 2021. Ça ne devrait pas être surprenant maintenant de voir les dames dans les matchs des hommes. C'est devenu maintenant, comme vous le savez, dans plusieurs confédérations maintenant, on donne cette chance-là aux dames parce qu'elles ont maintenant le niveau des hommes. Elles ont la force de diriger les matchs des hommes et il faut leur offrir cette chance-là. Et donc la CAF a eu confiance en certaines dames que vous voyez parmi nous. Il y a une au centre, il y a 4 assistantes. Elles sont capables de diriger les matchs des hommes. Et aussi, dans certains pays en Afrique, vous savez, il n'y a pas toujours le championnat féminin. Nous officions beaucoup plus les matchs des hommes, la première ligue, la deuxième ligue. Donc, ce n'est pas surprenant de voir des dames aujourd'hui sélectionnées pour une grande compétition, une des grandes compétitions de l'Afrique, de la CAF. La compatriote camerounaise, qui a sa première participation à une compétition à l'échelle internationale, se dit privilégiée. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime, un sentiment de devoir accompli, parce que c'est vrai, c'est pas donné à tout le monde d'être à ce niveau. Et c'est la toute première fois que la CAF fait confiance à ces dames en ce qui concerne le chant. Alors c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, un sentiment de satisfaction et je suis très contente. C'est dans une bonne ambiance, clôturée par une photo de famille, que ces heureux élus se sont donné rendez-vous pour le démarrage du CHAN 2021. Pour le bon déroulement de la circulation routière dans la capitale économique Douala, en cette période du CHAN Total 2021, les autorités de la ville ont établi un plan de la circulation bien précis pour éviter les bouchons. Ce plan est entré en application depuis hier dimanche. Savio Ngassa. En vue de parfaire au bon déroulement du championnat d'Afrique des Nations de football, les autorités de la ville ont pris des dispositions au niveau de la circulation routière pour des rencontres programmées au complexe sportif de Japoma. Les équipes officielles, délégations partant de leurs différents lieux d'hébergement, emprunteront la nationale numéro 3, dont la pénétrante est de la ville de Douala, qui sera ouverte à partir du carrefour Marché des Fleurs jusqu'à l'entrée triomphale du complexe. Le but étant pour les autorités de la ville d'assurer la fluidité totale de la circulation des usagers de la ville. Le point de traversée de ces différents itinéraires sont prévus au carrefour Camwater, carrefour Marché des Fleurs, échangeur Nelson Mandela, carrefour des Billes, carrefour Marché Ndogbassi, carrefour Harry et carrefour Yassa. Des déviations se feront au pont sur la Dibamba, à Total Colbon et au carrefour Marché des Fleurs. Ainsi, les usagers de la route désirant se rendre à Edea ou effectuer le mouvement inverse emprunteront la voie des déviations Dibamba, Niala, Colbon et poursuivront leur chemin par Total Logbaba ou PK12. Les usagers en provenance du côté ouest de la ville de Douala, c'est-à-dire Bonabéry, désirant se rendre à Edea ou inversement, auront le choix de passer par Rond-Point d'Eido, soit par Ndokoti, soit par Bonamoussadi. Ceux des arrondissements de Douala 1er, 2e et 3e, désirant effectuer le même mouvement, passeront par le Tuden de Koti ou Bonamoussadi. Pour ce qui est des rencontres disputées au stade de la réunification de Bipanda, les équipes officielles, délégations et autres personnalités partant de leurs différents lieux d'hébergement rallieront les stades suivant l'itinéraire. Carrefour ancienne direction des douanes, carrefour soudanaise,
Carrefour Ancien Dalip, Carrefour Mobile Bonakwamwa, Carrefour Feu Rouge Bessengue, Carrefour 3 Morts, entrée secondaire du stade. Pour cet itinéraire qui sera également isolé, des points de traversée sont prévus au Carrefour Soudanaise, équipement, Douala-Bar, salle des fêtes d'Aqua et Mobile Bonakwamwa. La circulation sera déviée à partir de l'ancienne direction des douanes, Ancien Dalip, Feu Rouge Bessengue, Carrefour Agip. Ainsi, les usagers venant de Bonanjo désirant se rendre à Douala 5e passeront par le boulevard Leclerc ou la Liberté. En tout état de cause, la circulation pourra être modulée en fonction des mouvements de cortège pour faciliter la mobilité des usagers de la route. Elle sera progressivement rétablie dès la fin des rencontres et le retour effectif d'acteurs à leur lieu d'hébergement. À titre de rappel, ce plan de circulation sera appliqué des rencontres de football au stade Japoma et Bepanda à partir de 14h ou 17h, selon qu'elles débuteront à 17h ou 20h. 20 ans de prison, c'est la peine encourue par l'ancienne présidente de la Corée du Sud, Park Geun-hye. Accusée pour des faits de corruption et abus de pouvoir, la Cour suprême sud-coréenne a définitivement confirmé le 14 janvier dernier la condamnation de l'ex-présidente Carole Leclerc. Le verdict vient définitivement mettre un terme à un long processus judiciaire qui avait suivi le départ de l'ex-chef de l'État au terme de plusieurs mois de manifestations massives dans les rues. Première femme élue présidente en Corée du Sud, Park Geun-hye avait été condamnée en 2018 à 30 années de prison pour corruption et abus de pouvoir. Après de nombreux recours et de nouveaux procès, les instances judiciaires avaient par la suite ramené sa peine à 20 ans de détention. Revenue pour la seconde fois devant la Cour suprême, cette dernière a confirmé la peine de 20 ans. La haute juridiction a par ailleurs approuvé les amendes et indemnités auxquelles l'ex-présidente doit renoncer et qui s'élèvent à un montant total de 16 millions d'euros. Dénonçant une justice impartiale et boycottant les audiences, Park Geun-hye a répondu absente ce jeudi à son procès. Elle a en outre été condamnée à 2 années de prison pour des infractions aux législations électorales. Ces peines n'ayant pas été confondues, l'ex-dirigeante aura plus de 80 ans si elle purge l'intégralité des 22 années de prison auxquelles elle a été condamnée. La fin de ce long processus judiciaire signifie que Park Geun-hye peut désormais prétendre à une grâce présidentielle, malgré le fait que la présidence de la République sud-coréenne a jugé qu'il n'était pas opportun de discuter d'une grâce. Car dans un communiqué signé de la présidence, il y a des leçons historiques à tirer du fait qu'une ex-présidente ait commis des actes et cela implique qu'elle purge une peine de prison. Cela ne doit jamais plus se reproduire, a souligné la Maison Bleue, siège de la présidence de la République sud-coréenne. Il convient de rappeler que la Corée du Sud est connue pour sa sévérité envers les anciens chefs d'État. La preuve, les 4 ex-présidents sud-coréens encore en vie ont tous été condamnés après la fin de leur mandat. L'ancien chef de l'État Roh Moo-hyun, quant à lui, s'était suicidé en 2009 après avoir été interrogé sur des soupçons de corruption impliquant sa famille. Park Geun-hye, président de la République de 2013 à 2017, avait été reconnu coupable d'avoir reçu ou demandé des dizaines de millions de dollars au conglomérat sud-coréen, d'avoir partagé des documents classés secrets. L'ancienne présidente avait été reprochée d'avoir mis sur une liste noire des artistes critiques de sa ou encore d'avoir limogé des responsables qui s'opposaient à ses abus de pouvoir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous de l'information, c'est à 19h en anglais et 20h en français. Retrouvez-moi demain quand il sera 13h. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.